Toujours, bah oui, la planète, hein, selon la planète, quoi. J'ai toujours. Ah, le chambre, ça existe en chambre. Ils font des slips en chambre aussi. Ah, bonjour, excusez-moi. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 23 de Boulevard du Cinéma. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Renaud, Laurent, j'avais un petit Bonjour. trou de mémoire, Monsieur Bruno Terrier, Bonjour. Monsieur Daniel Bouteiller, Bonjour. et le meilleur pour la fin, avec Julie. Oh, il s'est pas trompé. Non, ça va? Et bah bonjour tout le monde. Oui, Ça- ravi ça- d'être là. Ça faisait longtemps que tu viens plus aux soirées. Ouais, et bah, la dernière fois c'était les petites vidéos qu'on avait fait pendant les confinements, Ah oui, c'est vrai. les ouais. petits lives qu'on faisait qui étaient Effectivement. plutôt sympas. Et puis bah avant Bah, l'émission, ouais, il fallait faire encore avant. comme on pouvait, Voilà. quoi. Alors, nous allons commencer avec Monsieur Bruno, Oui, si tu veux. qui va nous parler de... Non, ça j'en parlerai après. D'accord, bon. Mais là, je voulais vous parler dédier cette émission à quelqu'un qui était quelqu'un d'extrêmement sympathique et important malgré tout, et qui est décédé hier, qui s'appelle Michele De Angelis, qui est italien, et qui était un grand fan de cinéma, particulièrement de cinéma bis et de genre italien, qui a fait beaucoup pour la restauration et l'édition en Italie. Il a été le premier à lancer un label spécialisé en DVD au début des années 2000 qui s'appelle Pulp Video. Ensuite, il a fait un label DVD aussi aux États-Unis qui s'appelait No Shame, qui a été le premier éditeur américain à éditer des films italiens, des giallo et des polars aux États-Unis. Et qui a continué, donc à travailler toujours sur Il a été aussi assistant réalisateur étant plus jeune de Fulci sur ses derniers films et de Deodato. Ouais. Il a été sélectionneur pour beaucoup de festivals, dont Fanta Festival en Italie. Enfin, voilà, il a participé énormément à la reconnaissance du cinéma populaire italien et il est décédé brutalement hier matin. Voilà. Il avait un festival aussi, non? C'est pas lui qui avait organisé un festival ou... C'est le Fanta Festival Ah, fait, c'est ça, où il en était Italie. sélectionneur et présentateur des copies restaurées de films. Et D'accord. par exemple, là, je pensais à ça par exemple parce que ça avait été marquant à l'époque. Vient de sortir chez Artus La Dame Rouge, toi cette fois et L'Appel de la Chair, deux excellents giallo. Et c'était lui qui avait fait restaurer ces films à l'époque et qui les avait sortis aux États-Unis avec le label No Shame. Ouais. Donc voilà, on regrette sa disparition. D'accord, dis-le. Dès le début, on casse l'ambiance. C'est bien ça. Voilà, paix à son âme. Sinon, tu vas nous parler de... Ça viendra après, on va faire Non, un petit tu veux tour pas avant. commencer? Non, D'accord, t'as pas Non, envie. non. D'accord, t'es comme ça, toi. voilà. Bah, on va commencer avec Monsieur Picard, alors. D'accord, ok, bon, on va y aller. Alors, aujourd'hui, on va être plutôt sur les bouquins avec trois autobiographies dans trois genres différents. Mm. Celle de Richard Fleischer, On peut dire que c'est la meilleure du lot. on verra après. D'accord. Celle d'Oliver Stone et, bien sûr, puisqu'il nous a quittés récemment, celle de Jean-Paul Belmondo. Que Julie adore. Ça y est, j'étais sûre que j'allais vous faire aligner là-dessus. Donc voilà, c'est pas ma tasse. Bon, bref. D'accord, ok, bon, on va commencer par Fleischer, d'accord, avec son autobiographie, qui n'est pas vraiment une autobiographie, qui est plutôt un recueil de souvenirs, d'anecdotes, de rencontres, où on voit un défilé d'illustres personnages, des réalisateurs, un petit peu, mais surtout des acteurs et des producteurs. Et il y dévoile, à travers toutes ces anecdotes, les travers et puis les caprices, par exemple, des acteurs. Oh oui, il y en a beaucoup. Alors là, on va commencer rapidement. Il y a Kirk Douglas, bien sûr, qui avait la tendance à toujours essayer d'être au centre de la caméra, avec son gimmick qui était tu penses que ça vaut quelque chose, puisqu'il proposait toujours des idées pour se mettre en avant. Il y a bien sûr aussi Orson Welles, avec sa façon un petit peu étonnante de se concentrer. Il avait besoin que la personne en face de lui ferme les yeux. D'ailleurs, Daniel, si tu pouvais le faire, ça m'aiderait beaucoup. Bah, Et il y avait aussi chez Orson Welles, parce que c'était une certaine jalousie et frustration, parce que ça a été le plus grand sur son premier film. Et après, ça a toujours été compliqué pour lui de renouveler cet espoir.
Il y a aussi des anecdotes sur Robert Mitchum, dont un tournage assez rocambolesque au chaotique. Mexique, assez chaotique, Mhm. on va dire. Et puis bon, les problèmes un petit peu d'alcool aussi de Mitchum. Ah bon, il buvait. Un petit peu, Ah bon. ouais. On y croise aussi Laurence Oliver avec ses histoires de cachets. Alors c'est pas les petits cachets bleus que prend Daniel, c'est les cachets donc au niveau de l'argent où il essayait toujours de grappiller un petit peu plus. Quoique Daniel, je pense que Oui, il a ce qu'il faut à ce point-là. Ah. À ce niveau-là, il a- ok. Et il y a la partie qui était vraiment pour moi la plus étonnante avec Rex Harrison. Mm. Où là, il y a tout un chapitre hyper intéressant bien, avec bien porté sur la bouteille aussi. alors, bien porté sur la bouteille, on y voit ses problèmes de couple, il y a tout ça. C'est presque du théâtre de boulevard, ce chapitre qui est excellent. C'est excellent, non, c'est excellent. Et il y a, avec Sidney Poitier, Sammy Davis Jr., c'est tout ça, le casting, les chansons. En fait, on se rend compte que le type était un génie. C'est ce que dit d'ailleurs Fleischer, parce qu'en fait, il en balance quand même pas mal. Mais à la fin, il dit voilà, c'est un génie, totalement incontrôlable, mais c'était quand même un grand monsieur. Après les acteurs, il y a aussi gardien de but, hein, j'ai joué ce matin, on a gagné 4-2 à Neuilly, je vous le dis ça, je dis Bravo, rien. félicitations. Bravo, merci. Donc on y voit aussi les secrets et les coulisses d'Hollywood avec les producteurs. Mm. Alors, L'envers il y a du décor. l'envers du décor, les délires, les influences, ces producteurs qui voulaient tout contrôler, avoir la main sur tout, et dans des styles complètement différents. Donc il y a bien sûr la période avec. Alors, il y a Zanuck, Zanuck, non, je pensais à à Howard Hughes, Howard Hughes. Oui. Hughes, pardon, et un petit peu de Dino De Laurentiis, donc dans des styles complètement différents. Le plus loufoque étant effectivement Howard Hughes, Ah oui, ça c'est. mais on sait que c'est un personnage à multiples facettes. Il avait fait l'objet d'un film de Martin Scorsese, Scorsese, ouais. Avec Aviator. Leonardo DiCaprio. Voilà. Donc c'est un personnage totalement fantasque. C'est aussi un aviateur, comme un fou furieux quelque part. Et c'est vrai qu'à l'époque, les producteurs avaient vraiment une main mise sur le business, quoi. Ils faisaient la pluie et le beau temps. D'où le titre Survivre à Hollywood qui est en fait Voilà. parfaitement. Alors c'est là où tu enchaînes très très bien, mon cher Renaud, puisque Bravo. effectivement, survivre à Hollywood, parce que là on se rend Spécialité compte. de Renault, l'enchaînement. On se rend compte qu'en fait, Fleischer a quand même un certain talent de toujours s'adapter par rapport aux différentes personnalités qu'il rencontre. Il comprend le référentiel de la personne qui est en face de lui et, une fois qu'il a compris ça, va essayer de l'amener toujours là où lui veut. Il a une grosse capacité à gérer les conflits, on va dire. Voilà. Il C'est, était très malin, très clairvoyant là-dessus. Très- À mon très- avis, c'est ce qui lui a permis de faire sa longue carrière d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et au lieu de rentrer de plein fouet et en frontal avec les gens, il essaye de trouver les moyens. En fait, le but pour lui, c'est de réussir ce dont il a envie. Donc, il va trouver le biais qui fait qu'il va arriver à ses fins. Alors, il y a effectivement beaucoup d'anecdotes de tournage, avec l'histoire justement du yacht avec Howard Hughes aussi, qui est assez intéressant. Puisque C'est carrément pour quasiment faire un film quoi de cette histoire. c'est, Sur le film Fini de rire. Avec... Oui, c'est ça. Ouais, un film qu'il a repris en cours justement, donc pas mal de péripéties là-dessus. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, tu veux faire quelque chose sans en parler au producteur, en disant bon, on va un petit peu avancer le truc, on va faire ça. Tu dis ça va le faire, et puis finalement ça le fait pas, et puis tu continues, enfin c'est assez plein de péripéties, donc on va pas tout raconter. Non. Il raconte aussi les problèmes avec les animaux, son fameux taureau pour le film en 3D qu'il avait tourné, parce Ouais. qu'à l'époque la 3D marchait du feu de Dieu, sauf que donc ils ont eu des problèmes avec ce fameux taureau, et quand le film est sorti, la 3D était tombée enfin ça intéressait quasiment Passé de plus mode, personne, ouais. donc on le voit pas. Il parle aussi des animaux, des chiens, donc en fait les loups dans les Vikings, avec le dressage des animaux. Il y a une petite anecdote sur le requin dans 20 milieux sous les mers, où il pensait que le requin était mort, mais pas Il y a forcément. un paquet d'anecdotes. Donc, c'est vraiment- Il faut espérer que la SPA ne lira pas le livre d'ailleurs. Non, mais C'est étonnant. c'est hyper intéressant. Et puis Et- les animaux de l'extravagant docteur Dolittle. Oui. Il a eu le plus de problèmes. Voilà. Tout à fait. Donc, Enfin, en c'est fait, surtout Rex Harrison qui avait un problème avec les animaux parce qu'il voulait que les animaux le regardent dans les yeux. Donc ça pouvait durer longtemps quoi.
Mais le livre est vraiment bourré d'humour. Hein. Je me suis pris à rire comme ça. Déjà, la première anecdote qui ouvre le livre, l'anecdote avec John Wayne. Voilà. Alors, cette anecdote est assez particulière. On va en reparler un tout petit peu après, quelques mots. Donc là, ce qui est aussi intéressant, c'est que on est donc dans l'âge d'or d'Hollywood, mais aussi dans une période noire, puisqu'il y a le macartisme qui apparaît, et on voit que ça a créé des dissensions entre des amis, entre des réalisateurs, de se retrouver sur cette liste noire. Et d'ailleurs, alors, encore une fois, Fleischer a réussi à s'en sortir, toujours à se mettre en dehors de tout ça, même s'il trempait un petit peu dans le truc. Ah, il est quand même très très habile. Hein. Ça, c'est, comme disait Renaud, très diplomate. Il s'adapte. En fait, celui qui survit, c'est la loi de la nature. C'est pas forcément le plus fort, c'est pas forcément le plus intelligent. C'est celui qui s'adapte. C'est un petit peu la leçon. Donc, on peut aussi dire de Fleischer, et ça aussi c'est important, c'est qu'en fait, il a quand même une carrière qui est très très longue. Et le gars, il nous a fait sur chaque décennie, enfin en tout cas 50, 60, 70, enfin jusqu'à 75, quand même pas mal de chefs-d'œuvre. Et quand on lit sa façon de concevoir un film, on se rend compte que le gars, ce qui intéressait énormément, enfin ce qui faisait attention, c'était le scénario. Parce qu'il c'est un très très bon technicien. Pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Mais en plus, il est quand même assez sélectif. Oh, il l'était, puisque à la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, pendant toute une période, il était très sélectif par rapport au sujet, par rapport à la cohérence du scénario. Et c'est là où il y a aussi cette anecdote avec John Wayne. Puisque sur un des films... Donc, alors, il y a la première anecdote avec John Wayne aux toilettes, mais ça, bon... Qui ouvre le bouquin et ça démarre... ça démarre plein pot, comme dirait l'autre. Une histoire de caca avec John Wayne. Je ne veux pas vous dévoiler l'histoire, il faut lire le livre, mais c'est assez cocasse. Voilà, et derrière, il y a une autre anecdote où il y avait un film avec John Wayne qui était en préparation, le Grand Sam, ça donnait le Grand Sam, et où, en fait, Fleischer trouvait que le scénario ne fonctionnait pas. Et... malgré tout ce qu'on lui a promis, à un moment, il dit non, c'est bon, je laisse tomber. Pourtant, c'était John Wayne, quoi. Et c'était John Wayne. Donc, qui à l'époque était au sommet. Il a dit non à John Wayne parce que, quelque part, il n'était pas convaincu par le scénario et il pensait que c'était... Voilà, par pure intégrité. Par pure intégrité. Sauf que, comme on verra après, John Wayne, on ne dit jamais non à John Wayne. Ouais. Voilà, ça, c'est quand même... Voilà. Il avait la rancune tenace. Il avait la rancune tenace, et c'était pareil avec le film de Mitchum au Mexique, où sur le scénario, il essayait de revenir à chaque fois pour que ça soit cohérent, pour que le film veuille dire quelque chose. Donc pour moi, c'est pas juste un yes man. Enfin, je veux dire, parce qu'en fait, on l'oublie toujours, enfin un petit peu dans les grands réalisateurs. On va situer. Il commence à être réévalué, voilà, heureusement. Mais justement, moi, je me posais la question de, tu sais, avec toujours cette politique des auteurs, qui est une idée française, mais où beaucoup de ces réalisateurs de cette époque sont cloisonnés dans ce qu'on appelle les auteurs. Et Fleischer, un peu comme Wise, comme Robert Wise. D'ailleurs, ils étaient très amis. Ils ont commencé ensemble à la RKO. Ouais, c'est ça. Ils ont jamais fait partie de cette définition. Alors, c'est dû, à mon avis, à une chose principalement, c'est que, comme on le voit, leur carrière, ils ont abordé des tas de styles différents. Ouais. Il a fait des très bons films noirs, des bons films de science-fiction, des bonnes comédies, etc. Et il a même fait un western. Il n'est jamais resté dans un genre, enfin, pas suffisamment en tout cas pour qu'on puisse y trouver des thèmes et pour le considérer comme un auteur. Et c'est le même truc avec Wise. Mais est-ce que c'est la seule raison, enfin, ton avis ? Alors, je pense que c'est ça. En fait, il a tellement exploré de choses que à chaque fois, il avait un sujet, on lui donnait un sujet, il le traitait. Il le traitait tellement bien qu'en fait, chaque film avait sa propre empreinte. Enfin, on voit que c'est du Fleischer. Mais d'un autre côté, vu qu'il a il a embrassé tous les styles, c'est quand même compliqué après d'avoir une marque comme auteur, quoi. Et je pense que tu as raison, c'est parce que voilà. Et donc là, j'ai vu un western de 74 qui est du sang dans la poussière. C'était Marvin. Voilà, c'était Fabrice Colson. Je me trompe pas, ça y est, Colson, qui me l'avait gentiment donné. Et alors, le film n'est peut-être pas un chef-d'œuvre absolu, comme on va dire, mais il y a quand même sa patte, c'est hyper sérieux, il y a un peu de comédie, il y a un peu de drame, il y a tout ça, et c'est il y a un autre western, Duel dans la boue, qui est excellent. Voilà, qui est aussi, oui, celui-là. Excellent. Et en fait, le gars, tu te rends compte que il a fait même Les Inconnus dans la ville, que j'adore. C'est vraiment un de ses meilleurs films, un de mes préférés. Je suis d'accord.
C'est top du top. Alors, moi, le Fleischer, en fait, j'ai vraiment découvert, surtout adolescent, avec Soleil Vert, avec la superbe affiche que nous a ramené Daniel. Et ça m'a marqué énormément, puisque évidemment, à la fin, à l'époque, je ne savais pas. Ce qui est dramatique, c'est un film qui est toujours malheureusement d'époque, quoi. Enfin, c'est plus que jamais, quoi. Plus d'actualité, en fait. C'est le recyclage, et à un moment où on va peut-être se poser la question, pourquoi pas? Eh oui. Et donc, nos amis véganes. C'est vrai qu'avec Soleil Vert et le Voyage Fantastique, il a fait vraiment 2 excellents films fantastiques. Bon, Soleil Vert, c'est plutôt de l'anticipation, mais il savait se projeter dans tous les univers, quoi. C'est ça qui est, qui est intéressant. Barabbas, le péplum. Et pas Barra, comme tu disais tout à l'heure. Merci. Moi, j'ai rien dit du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Baratapas. Donc voilà, Baratapas, voilà. un film espagnol. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Alors il y a 2 choses qui moi m'ont vraiment marqué dans le bouquin. Enfin, 2 choses. Parmi tout ce qu'il y a, il y en a 2 qui m'ont un petit peu plus marqué parce que je ne connaissais pas. J'avais pas réalisé. C'est son père, Max Fleischer, et qui était effectivement sorte de pionnier dans l'animation. Et pas de chance, il avait contredit Walt Disney, qui était plutôt un businessman. Et il y a une rivalité. Daniel, tu peux peut-être nous en parler, parce que cette époque-là, tu l'as bien connu. Non, Max Fleischer, évidemment, est venu avant Disney. C'était le créateur de Popeye, de Betty Boop. C'était vraiment un pionnier du dessin animé, mais il avait l'esprit un petit peu moins commercial. Il était plus artiste que Disney, qui lui était vraiment un businessman et qui n'hésitait pas à s'approprier les idées des autres. C'est pour ça qu'on disait toujours un film de Walt Disney, d'ailleurs. Voilà. Il y avait un Walt Disney qui sortait. Voilà. Et en fait, alors, il a surtout été lâché, Max Fleischer, par ses producteurs, parce que c'est ce qu'il explique un petit peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait une idée, il disait non, la couleur, non, le son, non. Et Disney, lui, la Paramount s'engouffrait dans la brèche et sortait le truc en premier, alors que finalement, c'était... Et donc, pourquoi il y a un petit chapitre sur Walt Disney? Bien sûr, à cause de 20 milieux sous les mers, où Disney va demander à Fleischer de le réaliser, mais Richard, lui, un petit peu gêné, parce qu'il sait les histoires avec son père, l'antagonisme entre Disney et Max et son papa, et il va aller demander à son père l'autorisation de pouvoir travailler avec Disney, autorisation qui sera donnée, et voilà. Donc il y a plein d'anecdotes. Avec sa bénédiction même. Ouais. Et donc il y a plein de petits détails, plein d'anecdotes. Et là, il y a une deuxième chose où là j'ai un petit peu halluciné, mais là c'est en tant que Français, c'est le portrait qu'il fait de Juliette Gréco. Oui. Parce que Juliette Gréco était avec Daryl Zanuck. Là, on se dit quand même, le producteur... Enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que on se rend compte que les gars, ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur les films, sur tout ça, ils étaient tout puissants. Mais en fait, ils se faisaient mener par le bout du nez par une nana. Par leur maîtresse ou leur femme. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Il ne faut pas oublier que Daryl Zanuck, une petite parenthèse, c'était le très grand patron de la Fox, où il avait effectivement le pouvoir décisionnaire ultime sur tout le monde le craignait. Et après avoir quitté la Fox, il a fondé sa propre compagnie, il a produit Le Jour le plus long pour la Fox. Et c'était vraiment un personnage très très puissant. Et comme tu dis, le fait de se faire mener par le bout du nez par une... C'est pas un peu misogyne là ce que vous dites ou... Pardon ? Non, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, tu te rends compte que Juliette Gréco... honnêtement, dans la sincérité des sentiments, on peut se poser la question, parce que tu vois quand même qu'il y a un côté manipulatrice. Tu vois que à un moment, il y a un tournage où il prend un bellâtre anglais en pensant que le gars il est impuissant, je ne sais quoi là, et en fait pas du tout. Non mais voilà. Et là, on découvre Juliette Gréco sous un angle que je ne savais pas qu'elle avait ce petit peu de manipulatrice, de tout ça. C'est dans quel film déjà de Fleischer qu'elle joue? Ça, je sais plus. C'est son premier film, donc tourné en Europe. Elle est dans Drame dans un miroir, non? Enfin, c'est pas un film non plus. C'est pas le meilleur Fleischer. C'est pas une empreinte indélébile. C'est pas Drame dans un miroir? Je peux pas. Je sais plus du tout le. Parce que c'est quand même un petit bout de temps. Je crois. Donc
Voilà, et en tant que Français, puisque donc voilà, quand on voit Juliette Gréco, tu dis et franchement, le portrait qu'il en fait est pas flatteur. On voit que c'est quelqu'un, d'après lui, assez vénal, qui essaye de profiter de la situation et tout ça. C'est un petit peu comme ça que c'est décrit. J'étais un petit peu choqué, bien sûr, mais voilà, sûr. c'est surprenant. Donc, pour conclure sur ce bouquin, il faut vraiment le lire. Pourquoi ? Parce que c'est très dynamique, c'est très fluide, c'est très drôle. Franchement. J'ai trouvé que c'est très, très humble aussi, avec la carrière qu'il a. Enfin, je trouve qu'il ne se met pas en avant par rapport à d'autres autobiographies où c'est moi, je. Je vais te parler de ma femme, de mes enfants. Lui, c'est pas du tout ça. Alors, non, et c'est l'inverse d'Oliver Stone, qu'on va parler après. Oui. Est-ce que, alors, au niveau humilité, je suis pas sûr, parce qu'en fait, quand tu lis le bouquin, le mec, il a fait quasiment aucune erreur, il savait toujours se débrouiller. C'est pas faux. Oui, mais enfin, je veux dire, voilà, après, il a un petit peu le beau rôle, hein, dans son. Moi, j'ai trouvé, personnellement. Comme disait Renaud, Non, je trouve son pas qu'il côté a... diplomate, il a toujours su gérer le. Oui. Mais je pense qu'il a quand même fait des erreurs à un moment ou à un autre. Enfin, en tout cas. Tu veux dire que, enfin, moi je trouve qu'il parle beaucoup des autres quand même, et peu de lui finalement. Oui. Sa vie personnelle. Donc, non, Mais est-ce que, en parlant d'erreur, parce qu'il a fini, comme à peu près tous, à faire des très mauvais films, à mon avis, et ça, il en parle pas du tout. À partir de 75, ça se discute. 75, ça se discute. Moi, j'adore. Parce que Red Sonja, Conan c'est le un bon film. Destructeur Mon Dieu. Après, c'est plaisant, mais c'est tellement incomparable. Et c'est le cas de tous ces réalisateurs. Le job, même vers la fin Oui, de bien sa vie, sûr. il fait le Le job. job, mais on n'a pas vu film est Amityville pas très bon, 3D, quoi. donc on sait pas encore. J'ai commencé, j'ai pas pu. Il a fait Calidor aussi. Calidor, que j'adore aussi. Vraiment pas bon. Désolé. Calidor, j'adore. La musique d'Ennio Morricone. Il devait pas être là ? Non, excuse-moi. T'as combien de livres à chroniquer ? Alors voilà, donc on va passer rapidement sur Oliver Stone. Oliver Stone, puisqu'il était donc venu en dédicace le mois dernier, donc c'était en septembre, au Drugstore Publicis, et présenté son documentaire sur JFK. Donc le bouquin, vous voyez, il doit y avoir la signature d'Oliver Stone ici. La chance. Voilà, on la voit. À Mont-Laurent, C'est ça. Oliver, bisous. ton Oliver. Bisous à mon Lolo. Alors là, on est complètement dans une autre ambiance. Comme dit Jean-Paul, là c'est vraiment un bouquin qui est centré sur lui. C'est-à-dire que c'est presque un bouquin, on va dire, catharsiste. Très égocentrique. Mais oui, mais alors il se livre. En fait, il se livre avec ses qualités, ses défauts. C'est un regard sans concession sur ce qu'il est, même sur sa famille, ses parents, son père, sa mère, ses relations, ses relations amoureuses. Ses relations avec Chardin, il en parle. D'accord, merci. Et en fait, le bouquin va s'arrêter à Platoon, parce que quand vous regardez bien, quand il y a le titre, c'est à la recherche de la lumière, et Platoon, pour lui, sera les Oscars, vraiment la reconnaissance, enfin une reconnaissance vraiment officielle. Et donc tout ce livre retrace ce parcours jusqu'à cet aboutissement. On sait que Platoon, c'est son projet le plus personnel, puisque Oliver Stone est parti volontairement au Vietnam, c'est ce qu'il raconte. Et en fait, quand il va écrire Platoon, il va se rappeler des personnes qu'il a rencontrées, donc ces deux sergents chefs, de lui-même aussi, et il va broder autour de ça. Il va se dire, voilà, j'ai rencontré deux sergents avec deux personnalités qui sont complètement différentes. Une qui était vraiment le côté très guerrier, très militaire, qui est joué par Tom Béranger dans le film, et qui est donc le sergent Barnes, qui est un petit peu, comme il dit, le Achille, c'est-à-dire vraiment le guerrier, et un autre qui normalement avait des origines amérindiennes, qu'on voit pas là parce que c'est William Dafoe qui le joue, donc il n'a pas trouvé d'acteur qui correspondait vraiment au personnage. Donc c'est le personnage d'Elias, et qui est donc pour lui le Hector, avec un cœur noble, mais on sent qu'il y a un destin tragique qui va se jouer. Et là il se dit, voilà, si je mélangeais ces deux sergents-chefs qu'il a eu à des moments différents, on les mettait ensemble, qu'est-ce que ça donne ? Et c'est cette intrigue de Platoon où tu as cette rivalité entre ces deux personnages. Lui, en fait, il est joué par Charlie Sheen, et c'est aussi donc c'est aussi autobiographique. On voit un moment dans le film, il lance une grenade dans un trou, voilà, pour faire exploser l'ennemi.
Et c'est un fait de guerre qu'a fait effectivement Oliver Stone. Il le raconte dans le bouquin. Il lance la grenade, ça va pile dans le trou, le mec explose. Voilà, c'est son premier rapport avec la mort. Et on le voit un petit peu dans le film. Au niveau du Vietnam, il a aussi connu la drogue, tout ça, parce qu'il a un rapport compliqué avec la drogue. Et c'est au Vietnam qu'il a commencé. Alors, compliqué, mais il s'en est toujours plus ou moins sorti. C'est-à-dire qu'il n'a pas franchi des limites et il a réussi à maîtriser cette addiction. Alors maîtriser, c'est quand même assez compliqué, mais finalement, il semble qu'il s'en soit plutôt pas mal sorti. Et donc Platoon, c'est un script qu'il a écrit, commencé en 68, et qui ne verra le jour qu'en inversé, c'est-à-dire en 86. Donc beaucoup de maturation, beaucoup d'échecs. À chaque fois, on repoussait, voilà. Lui, en fait, au départ, Oliver Stone, ce qui l'intéressait, c'était vraiment écrire des scénarios, pardon, ça dépend comment, voilà. C'était ça son... Il a écrit un grand scénario juste avant. Alors, il en a écrit pas mal, puisqu'il a fait, Midnight Express. C'est celui qui a gagné donc un Oscar, déjà, à l'époque. Voilà, il a fait Conan le Barbare. Ouais. Il a participé sur Scarface, donc il raconte tout ça. Et puis, bien sûr, L'année du dragon, donc il raconte un petit peu ses relations avec ses différents réalisateurs. Mais c'est vraiment un bouquin qui est centré sur lui. Ça, on est tout à fait d'accord. Et alors, moi, je trouve ça, personnellement, ça m'a beaucoup plu, parce qu'il s'est mis à nu. Et franchement, voilà. Autant sur Fleischer, on a le système hollywoodien. Autant sur Oliver Stone, c'est vraiment une autobiographie, mais lui. Voilà. Ça, c'est une introspection, exactement. Donc on finira sur Platoon. Platoon, la musique, qui est l'adagio de cordes de Samuel Barber. Alors, tu es amatrice de musique classique. Voilà, donc voilà, donc tu le maîtrises, l'adagio bien sûr. Je vais pas te le chanter comme ça, mais oui. Voilà, qui effectivement a été utilisé dans d'autres films. Au départ, ça devait être juste comme un truc de test, tout ça. Et puis finalement, Delarue n'a pas réussi à faire la musique que voulait Stone. Et il s'est dit, tiens, finalement, ça va toujours... L'animateur. J'en étais sûr. Ça marche. Voilà. Donc l'Adagio, qui a aussi, en 99, est sorti dans un jeu vidéo, Homeworld. Ah bon ? Oui. Et dont Yes a fait aussi la musique. Et voilà. C'est voilà. Bravo. Et voilà, fallait le placer. Il a réussi à le placer. Référence, c'est bon. La boucle est bouclée. Et pourquoi tu disais parce qu'on te posait la question tout à l'heure, comme ça va jusqu'à Platoon, ce qui est loin d'être toute sa carrière, tu penses qu'il va pas écrire une suite? Parce que pour moi, c'est vraiment, je te dis, c'est une catharsis. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a écrit, il s'est exorcisé tous ses démons, de tout ça, de ce qu'il était, de toutes ses erreurs, de tous ses égarements, pour arriver à la reconnaissance, à la lumière qui est Platoon. Je suis pas sûr que derrière... Est-ce qu'on lui a posé la question quand il est venu à Paris? Non, personne lui a posé... Pourquoi il s'est arrêté là? Pourquoi il était là? Pourquoi il a décidé de s'arrêter là? C'est son sommet, en fait. Il estime si qu'après, tu prends le ça titre descend. à la recherche de la lumière, voilà, c'est un cheminement personnel. Il a peut-être trouvé la lumière avec Platoon. C'est ça, c'est la reconnaissance, c'est tout ça, parce que tu vois que sa célébration. c'est un Platoon. combat. En fait, le gars, il a passé son temps à se battre aussi, à essayer d'être reconnu, de tout ça. Il est génial au niveau scénario, script, mais tu prends Platoon, personne n'en voulait. Parce qu'à chaque fois, c'était pas bon, c'était pas le bon temps, c'était pas voilà. Donc là, quelque part, c'est son accomplissement. Et donc ça a une finalité. Et pour moi, le bouquin est une finalité en lui-même, Okay. puisqu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Et donc troisième autobiographie dans un style alors complètement différent, puisqu'il nous a quittés malheureusement. Donc Belmondo. Un acteur que Julie adore d'ailleurs. Mille vies valent mieux qu'une. Alors là, c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire que là, on avait le système hollywoodien, là, on avait le côté assez sérieux, introspection, hein. Là, c'est le côté déconnade. Voilà, c'est les 400 coups. C'est-à-dire finalement, ça parle assez peu de cinéma et ça parle surtout de déconne, non? De déconne. Oui, en fait, alors tu vois ces rapports avec, tu vois en fait que le gars est absolument pas, c'est un anticonformiste de première, qui peut pas s'adapter à l'école, qui peut pas s'adapter aux choses où on lui apprend au cours et tout ça, et c'est une sorte de clown. Un peu comme Renaud, quoi. D'accord, comme Jean-Paul. Mais... Voilà. Aussi. Donc c'est un clown, mais c'est un clown absolument génial et qui arrive quand même à jouer sur différents types de registres.
et être à la fois sérieux quand il le faut, pas comme Renaud, et faire le clown comme il a fait un petit peu sur la fin de sa carrière, où des fois il était un petit peu, enfin la fin de sa carrière dans les années 80, au moment où il était un petit peu en roue libre, sur l'animal par exemple. Et alors, ce qui est complètement délirant, c'est faut voir les conneries qu'il faisait pendant les tournages. Mais surtout dans les hôtels, son truc en fait c'était de déranger tout le mobilier, il déplaçait tous les meubles. Enfin, J'en connais un autre. Hein. Je vois pas du Non, tout et alors, de quoi tu parles. après, ils faisaient des petites blagues. Par exemple, à un moment, il raconte, ça me fait mourir de rire. Il y a Week-end à Zuidcote, là. Et il y a Marielle qui a pour le début de scène un petit peu dramatique où il doit ouvrir une enveloppe. Voilà, avec. C'est un moment dramatique. C'est abruti, paix à son âme. Dans l'enveloppe, il fout une photo de cul. Et donc Marielle explose de rire au moment où... Moi ça me fait marrer. Je veux dire, voilà, alors il y a des fois c'est des petites anecdotes comme ça où dans la rue il aimait aussi passer pour un abruti, pour un gogol, oui, pour un gogol, un handicapé mental, donc il voilà, était avec un Obligé de me copain. regarder quand tu dis ça. Et en fait, il le confie à des passants et qui dit non, je veux pas m'en occuper. Voilà, et il faisait pipi, un peu comme Daniel, et c'est assez terrible. Alors on voit quand même, on voit le cinéma, on voit un petit peu quand même, c'est quand même sa relation et la façon dont tournait Godard. Oui, il parle un peu de Godard quand même. Il parle un peu de Godard, qui il parle est un peu resté de un Melville. mystère pour lui d'ailleurs. Donc il y a l'anecdote avec Melville où il a. Pas que pour lui. Il s'est gravement engueulé avec Il s'est Melville. gravement engueulé avec Melville. Et on a aussi un petit peu de Broca, puisqu'il faisait des conneries avec De Broca. Mais voilà, c'est vraiment... ça reste en superficiel, quoi. Alors c'est très sympa à lire. Ça se lit aussi très très vite. J'ai regardé la filmographie de Belmondo. Bon, bien évidemment, on a tous constaté que qualitativement, c'est sa première partie de carrière qui est la meilleure. Ça dépend. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Bon, enfin, moi, c'est juste mon avis, quoi. Mais surtout, par contre, en regardant attentivement chaque titre, il me semble, hein, vous me direz si je me trompe, qu'il a absolument fait aucun film fantastique ni de science-fiction. Bah, si, le film avec Clapiche. Voilà, sauf celui-là. Peut-être Peut-être ou Un film sûrement. d'anticipation. D'accord, oui, c'est vrai, celui-là, on n'y pense pas forcément. C'est vrai. Bah, il a Alors, pas très marché. En même temps, c'est un acteur français, le cinéma français à ce niveau-là. C'est pas très riche. Il y avait aussi son refus de tourner, son refus. Il voulait pas tourner à l'étranger, il a toujours voulu rester. Oui, aux France, États-unis, c'est ce qu'il Alors, explique. À un moment, il aurait possibilité d'avoir une carrière aux US, et il s'est dit non, ça m'intéresse pas. Voilà. Et alors donc, très bien. Alors, quel est ton film préféré, de Bébel, puisque tu dis que c'est la première partie de carrière que tu C'est préfères? compliqué. Écoute, je me suis surpris à apprécier Itinéraire d'un enfant gâté, plutôt que de C'est te dire, vraiment sa première partie de carrière. pour te dire. Non, mais si j'ai vu par exemple, je me rappelle plus le titre. Pour l'instant, merci de m'avoir bloqué. Pour l'instant, je te dirais quand même Itinéraire d'un enfant gâté, que j'ai vu, qui m'a vraiment surpris. J'étais réfractaire et là, j'ai complètement adhéré. Ah oui, moi j'avais vu en salle, j'avais beaucoup aimé. Toi, Bruno, alors? Écoute, c'est vrai, c'est plutôt dans sa première partie de carrière. Hein. En même temps, par goût, j'adore ce film-là derrière moi. Ouais, oui, Mais pour d'autres raisons, c'est pas qu'il y soit particulièrement exceptionnel, mais le film est super. Sinon, Jean-Paul, tu nous as pas dit quel est ton Belmondo préféré? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ah, par contre, il y en a un que j'ai découvert que j'avais jamais vu, c'est La Sirène du Mississippi de Truffaut, qui est bien, magnifique. On est d'accord, Bruno? C'est pas un peu chiant? Ah, pas du tout, non. Non. Alors, il y a une scène, il y a un plan séquence où Belmondo grimpe un immeuble de 3 étages en plan séquence. C'est assez j'ai cru qu'il impressionnant. grimpait Catherine Deneuve. Non, aussi, mais ça, c'est dans d'autres plans. Mais vraiment, très très bon film. Et Daniel? Parce que Attends, on bon, va peut-être Julie n'aime pas. demander à Julie tu n'aime pas. peux donc, me zapper. Non, mais je l'avoue, je suis une totale ignarde sur Belmondo. Voilà, mea culpa, pardon. Moi j'en ai deux, donc Peur sur la ville que j'aime beaucoup et Le Casse. Ah Le ouais, Casse, ouais, alors le qui casse, sont deux j'aime bien le Verneuil, début, d'ailleurs. j'aime un peu moins la fin. J'adore le plan final. Hein. Ça. Ouais. C'est quand même Et moi, c'est Peur sur la ville, parce que ça, je l'ai vu à la télé quand j'étais pareil ado, un peu comme Soleil Vert. C'est deux des films qui m'ont le plus marqué. Et la scène du début où comment la nana saute de l'immeuble, là, tournée à Courbevoie, Charras, là, je suis allé voir l'autre fois là pour voir s'il y avait encore des traces. C'est Léa Masservi, non?
Ouais. Bruno, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que, bon, bien sûr, il y a la musique d'Ennio Morricone, mais c'est un Pour film les deux qui est films. peut-être le plus. Il fait penser vraiment à un Gialli, quoi. Diallo. Giallo, D'ailleurs, pardon. Giallo, Giallo. et Gialli. et d'ailleurs, maintenant, et dans un bouquin qui vient de sortir sur le Giallo, il est cité comme un Giallo. oui. Ah On ouais. est d'accord. Hein. On est d'accord. Je pense que c'est surtout la musique effectivement de Morricone qui est aussi. Ah non, il y a Le personnage du il y a tueur pas aussi. mal de qui est- le personnage qui est du Giallo. tueur, il y a vraiment Ouais. dans le à l'hôpital Béclair, parce que ça a été tourné à Béclair, la scène, cette scène là qui est quand même assez aussi intéressante et angoissante. Non, franchement, c'est vraiment, enfin pour moi c'est mon préféré de cœur. Après, Itinéraire, j'aime bien aussi. Weekend at Whitcock, ça m'a aussi beaucoup touché. Saint-Jean-Hiver, c'est bien Ça, Belmondo, j'en ça. ai, Oui, oui, Saint-Jean-Hiver, ouais, aussi. oui, C'est bravo. excellent. Les- C'est les- extraordinaire. Léon Morin, Là, prêtre, là, j'ai eu il un est, peu plus de mal, Il est quoi. mené par Gabin, quoi. Ouais, Enfin, donc il est amené par il est amené Gabin. par Gabin. Donc voilà, Intronisé, c'était je dirais. voilà. Regarde-moi. Comment Parce qu'à partir de là, après ce film, il s'envole encore. Donc voilà, c'était 3 autobiographies sur le cinéma dans 3 genres totalement différents. Si vraiment il y en a qu'une Ouais, à lire, C'est ce que j'allais dire, ouais, une petite préférence. Franchement, quand même. ça sera celui-là. Je Ça pense c'est que vous avez pas voté. Il y a ça, même c'est clair. une des dernières anecdotes avec Charles Bronson à la fin. Oui, C'est oui. Ah, c'est la exceptionnel. cerise sur le gâteau, Ouais, si j'ose ouais, dire. ouais, c'est la cerise sur le gâteau. Le mec est aussi aimable que Jean-Paul. Voilà, Il y a, c'est il y a pour ça que Bronson j'apprécie. dans le bouquin, voilà, faut le savoir. très bien. Alors, dans la dernière émission, on avait parlé de Mimi Mati, il me semble. Et donc là, on va parler d'un inconnu. Le inconnu, c'est ça ou Julie? Waouh, quelle intro. Le nain connu. Alors, plus Non précisément de l'inconnu. Ah, Ou l'inconnu. The Unknown en anglais. Pardon. C'est une... C'est ça, voilà. Très belle affiche que Daniel a trouvée. Merci beaucoup. Je sais pas si on la voit bien Ouais, elle est très belle. avec le plastique. Donc, c'est une 1927. Alors, pour le film. Ah, je Pareil. sais pas. Ah bon, et d'époque. Oui, c'est une affiche Tu l'as acheté à l'époque ou Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, je l'ai volé dans le cinéma. Oui, il a passé. Bon, je peux y aller, messieurs, bien sûr. ou on discute encore un Pardon. peu chiffon Pardon. en collection? Alors, donc c'est une petite pépite qui est inconnue. Ah, ah. Merci de rigoler. Voilà, ça commence. Excellent. Alors que pourtant... Attendez, je m'en prends. Alors que pourtant, c'est un réalisateur très connu puisque c'est Todd Browning. C'est un film qui est sorti en 1927 et c'est 5 ans avant Freaks. Pourtant, on est déjà dans l'univers du cirque, de la monstruosité humaine et des humains monstrueux. Voilà. Alors, l'histoire, hein, rapidement. Pourquoi tu regardes C'est Renaud, Alonso. Alonso qui est un lanceur de couteaux dans le cirque Manchot, donc il fait tout avec ses pieds, qui est joué par Lon Chaney, dont nous parlera un petit peu plus Jean-Paul, mais savoir que c'est un acteur donc, des années 20 qui était vraiment performeur, il faisait ses maquillages, voilà, il fait tout avec les pieds dans ce film-là, c'est vraiment lui qui maîtrise, c'est très impressionnant. Et en face, il tombe amoureux de ça, de sa jolie victime sur laquelle il lance les couteaux, qui s'appelle Nanon, qui n'est autre que la fille du directeur du cirque. Voilà. C'est interprété par John Crawford. Exactement. Voilà, c'est un de ses premiers films, je crois, et elle-même a dit qu'elle avait énormément appris sur ce film-là. Ce qui est intéressant, et c'est la relation entre les deux, puisque Alonso n'ayant pas de bras, et elle ayant une phobie des mains. Voilà, parce qu'on le comprend subtilement qu'elle a été abusée quand elle était plus jeune. Elle a une peur panique des mains des hommes et de leur possessivité et du mal qu'ils peuvent lui faire. Et en face, Alonso a l'air d'être le partenaire idéal. Il lui fait prendre son pied. Voilà, mais en face, attention, il y a le petit Malabar. Oui, ce n'est pas une blague. Le Malabar, c'est l'homme fort du cirque, qui bien évidemment est la figure de l'homme alpha qui veut séduire notre petite Nanon. Mais Alonso souhaite bien évidemment conquérir la jeune femme et va tout faire pour. Donc voilà, ça c'est vraiment le début du film. Donc le thème principal du film, c'est vraiment la duperie, le mensonge, la manipulation. Pourquoi ? Puisque très très vite, on va se rendre compte que Alonso n'est pas vraiment manchot. En fait, il se dissimule. C'est un meurtrier qui se cache aux yeux de la justice et de la police. Et en fait, il a une particularité vraiment étrange. Il a un double pouce. Et c'est pour ça qu'il cache à tout le monde
ses bras. C'est pratique ça pour faire l'autostop, non? Double. Ouais. Donc la police l'attend de pied ferme, c'est ça? Oui, on va tous les faire. Et il va donner un Je coup suis de jaloux, pouce. Daniel, voilà, je c'est suis ça. jaloux, il faut un moment que je suis Bah renseigné un oui. petit peu. Alors ici finalement le cirque, les monstres humains, c'est pas comme dans Shrek, je trouve que c'est plus un décor. C'est vraiment l'occasion d'avoir des images très impressionnantes, d'avoir un décor esthétique, etc. Mais finalement, c'est pas vraiment ça. On est vraiment sur un thème dramatique. Et alors là, à côté, Sophocle peut aller se carrer, entre guillemets, désolé, je suis un peu vulgaire, mais Sophocle. Sophocle, tragédien grec, puisqu'on est vraiment sur une suite de revers, de drames absolus les uns dans les autres, dont je ne vais pas vous dévoiler. Les uns dans les autres. Oui, après les autres. Tu vois, c'est ton influence, Laurent. Tu dis que des bêtises, et après, tu vois, voilà. Vous me transformez en monstre. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que si je spoil trop le film, ça va être moins rigolo. Mais de là, on a vraiment deux sous-thèmes sous-jacents qui pour moi sont le fétichisme. Alors pourquoi ? Il faut savoir que j'ai découvert ce film-là en lisant le livre de Jean Streff, Le fétichisme, me demandez pas pourquoi, mais dedans est cité ce film. C'était pour écrire un long, voilà, sur mon scénar. Donc je suis en train de chercher. Bah oui, mais le thème est bizarre, c'est pour ça. Et ce film est vraiment cité dans les métaphores un peu sexuelles et les fétichismes étranges. Et effectivement, il y a cette première scène d'intro du film qui est très impressionnante où Alonso lance les couteaux sur Nanon et en fait il la déshabille en lançant les couteaux et elle termine donc en petite tenue offerte, attachée. Il y a cette crispation qui est là tout le long du film. Ça y est, j'ai perdu Renaud. Non, il est juste... il est Qui est là, calme-toi, Renaud. Heureusement qu'on... Mais oui, parce que cette petite Nanon, elle a envie d'aller vers les hommes. Hein. Elle est chaude bouillante. Hein. Non, mais calme-toi. Mais parce elle que a Renaud, là, peur des mains. Voilà. Je suis à côté, j'ai un peu peur, moi. Là. Il est Donc bouillant, il y a vraiment cette tension dans tout le film. C'est vraiment très intéressant. Et l'autre thème, pour moi, il a fait un peu son film MeToo, quoi. C'est le MeToo de Todd Browning. Non, il y a le thème de la possession masculine est très intéressant et à travers notamment 3 personnages, qui est donc Malabar, on a dit notre mâle alpha, beau gosse, voilà, qui lui pense que toutes les femmes sont en pamoison devant lui. Pourquoi tu regardes Daniel? Oui, pardon. Voilà. Mais je vous regarde tous, messieurs. Non, mais... Chacun son truc. Et hein. pense que sa force physique suffit à séduire. Ensuite, on a donc Alonso, qui est notre personnage principal, qui est dans la duplicité, qui lui va chercher à obtenir ce qu'il veut par la ruse, par la manipulation. Et le troisième personnage, c'est le directeur du cirque, personnage qui ne fait pas long feu, mais qui malgré tout est important, puisque il a le pouvoir hiérarchique en tant que patron, en tant que père, sur Nanon et sur ses employés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce que j'aime chez Todd Browning, c'est toujours ce mélange entre poésie et malsain. Il y a vraiment quelque chose qui est sous-jacent où c'est beau et en même temps, c'est vraiment terriblement humain et terriblement sombre. Voilà, je ne veux pas trop vous parler du film, mais comme Freaks, mais complètement. Mais Il est un humaniste, hein, dans tous ces films. mais on va vraiment dans les profondeurs. Tu le fais découvrir et ça donne envie de le voir. Oui, voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur cette période des films des années 20-30, c'est qu'on n'est pas encore dans la censure hollywoodienne qui va arriver dans les années 40. Et du coup, tous les thèmes sont abordables. Abordés aussi. Et il n'y a pas de limite en fait à l'imagination des réalisateurs, que ce soit dans leurs plans, que ce soit au niveau des personnages. J'adore le jeu des années 20. Il y a quelque chose qui est vraiment sublime, qui est suranné, qui est nostalgique, qui fait qu'on est happé dans l'histoire. Et autre chose que je n'avais pas remarqué au premier visionnage, il y a une musique, un moment qui est sur une scène très particulière avec le chirurgien où on est dans de l'indus complet. Voilà, j'ai adoré ce côté ultra moderne, 50 ans avant, où on est sur une musique extrêmement organique avec un mouvement de cœur. C'est une musique originale ou? Ah, je pense, oui. Oui.
Mince, tu me mets le doute, mais je pense C'est que pas oui. sûr, hein, parce Ouais, que j'en les, suis pas euh, sûr du ouais. tout. en fait, les films muets étaient toujours diffusés avec un accompagnement au piano, qui était souvent assez classique, mais qui Oui. suivait le rythme de Il y avait l'image. soit Bah, un pianiste, soit mais un en organiste direct dans la salle. ouais, C'est dans la bizarre salle, parce voilà. que c'est vraiment ultra calé à chaque moment de la C'est- scène. ouais. C'est vraiment Oui, extrêmement après, ça calé. peut être très bien fait, mais Cela dit, c'est moi j'ai une partition pour un autre film de Lon Chaney qui s'appelle Ridong Payas, Love Clone Love, Chez et Saint-Maclou. donc j'ai une partition originale qui date de 1920 Mhm. et des poussières. Donc effectivement, il y avait sans doute des partitions écrites pour les films. Alors, Mais vous d'un mettez- autre côté, j'ai aussi. C'est Ouais. quelle C'est édition une que tu colle as totale. fait regarder Alors attention, je vais vous foutre de ma gueule. Mais comme j'ai pas trouvé le DVD à ce moment-là, et du coup merci Bruno, tu me l'as commandé. Maintenant, je serai moins ignarde. Je l'ai regardé en gratuit sur Dailymotion. Ouais. Tapez-moi, ça y est. Non, bah, non. Après, ça doit être marqué parce que beaucoup de films muets, il y a eu Mais- des réinterprétations plus modernes et justement. En tout cas, c'est mais après, c'est ça juste peut sur très cette bien coller, scène-là. hein, bien sûr. C'est tout le reste du film. On est vraiment sur un orchestral, voilà, classique, avec du violon, du piano, un peu de cuivre. Et on arrive vraiment sur cette scène-là où on a ce cœur qui bat, ce tic-tac de l'horloge qui rajoute parce que c'est un moment horrible où on sait qu'il va faire un truc atroce. C'est extraordinaire. Mais Alors, je crois qu'au cinéma de nuit, je l'ai vu il y a longtemps. Celui-là, je l'ai pas revu. Moi aussi, Je crois qu'il y avait cet accompagnement Oui, aussi. ça Oui, me- oui, ouais, ça me dit quelque chose. il n'a rien à voir avec tout le reste du film et qui plonge à ce moment-là encore dans autre chose. Donc voilà, donc je vous invite tous, je sais que ça peut faire peur d'aller sur du muet, sur du noir et blanc. C'est difficile d'ailleurs de trouver en bonne qualité, de Bruno, chercher. il existe, etc. tu m'as dit, donc une édition chez Warner. Ouais, il y a sans parler de tous les films perdus avec. Ah oui, Mm. il y en a un Chaney, paquet, surtout avec senior, Lon Chaney, oui. Surtout le London After Midnight dont tu vas parler, Oui. vu tes Ouais. notes. Il y a effectivement Warner, c'est Warner qui a les droits du peu qui existe encore des films de cette époque avec Chaney, et leurs restaurations sont sympas. Ouais. Bon bah voilà, du coup il n'y a plus qu'à les regarder et voilà, il ne faut pas hésiter. Et donc Lon Chaney qui restera pour moi le plus grand acteur du cinéma muet, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oh, dans son genre, en tout totalement. cas, c'est Oui, sûr. dans son genre, et on peut dire que c'est même la première horror star movies, Ouais, juste ouais, ça. avant Boris Karloff, avant Oui. Bela Lugosi. Il a vraiment imprimé de son visage toute une génération. Et T'as d'ailleurs, Conrad Veidt aussi, mais ça c'est pas un américain. Mais qui ça cabinet Oui, ça de c'est Dr. en Allemagne, Caligari, oui, c'est différent. Et alors, la particularité de Lon Chaney, c'est que ses parents étaient sourds-muets. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il a acquis cette espèce de don de pantomime. Parce que il a appris bien sûr le langage des sourds quand il était petit, mais il faisait beaucoup de mimes avec ses parents. Et donc je pense que ça lui a donné donc ce don. Et donc on en a parlé tout à l'heure, il avait la particularité de faire ses propres maquillages. Donc il avait sa petite trousse qu'il amenait sur tous les films. Et d'ailleurs j'ai appris une petite anecdote, même sur les grosses productions, il donnait toujours un coup de main au maquilleur, il maquillait les figurants, c'était assez drôle. Et donc il a fait 10 films avec Todd Browning, donc l'inconnu. Il a fait le fameux London After Midnight. voilà, le fameux film perdu. En fait, c'est marrant parce que c'est un film perdu, mais il y a des photos qui sont restées mythiques. Il y a une espèce de, je crois que l'histoire c'était un détective qui se déguisait en vampire la nuit. Oui. Running, on a fait un remake parlant, plus ou moins similaire, et qui lui est visible, c'est La Marque du Vampire. Oui, Avec Lugosi, ouais. Mais sinon, oui, la seule chose qui subsiste de ce London After Midnight, qui a l'air d'être vraiment perdu pour le coup, c'est une longue série de photogrammes. Oui. Et ce Et que les Américains ont fait, il n'y a pas quelques bobines mais je crois pas, hein. Pour celui-là, non, c'est un je film crois perdu. Ouais, il me Quelques semble images que qui- il me semble qui que sont il me aussi semble Ils qu'il y ont a remonté quelques un film Ouais. avec les photos qu'ils ont trouvées. Non, ils ont remonté un film avec, Avec je uniquement crois, avec des la photos. bobine. Non. Ce sûr. qui existe encore du film, plus les plans, parce que je sais pas, à l'époque, ils faisaient des centaines de photos sur le plateau. Donc avec les photos de plateau. Parce que là, c'est vraiment un des plus célèbres films perdus du cinéma muet. Parce que Lon Mais Chaney, il a tourné des centaines de films, et il y en a beaucoup qui ont disparu. Je crois Jamais. que la dernière copie qui existait a disparu dans l'incendie de la MGM, il me semble. même c'était à quelle époque ça? Parce qu'on retrouve quasiment aucune trace de Jean le chroniquant Non. et l'ayant vu, à part à l'époque. Mais
Donc, ça va donc faire un très bon. Il y a un très bon biopic qui est sorti donc sur Lon Chaney, qui a été dans les années 50, en 57. Donc, où Lon Chaney est interprété par James Cagney. Donc bon, c'est très très sauce hollywoodienne, c'est assez romancé, mais dans les grandes lignes, ça reste quand même assez fidèle à sa vie. Donc, Tu nous le conseilles, quoi. Donc ça peut. Et ça, complètement, oui. C'est sorti chez faudrait Rémi. donner le titre Non. quand même. C'est L'homme aux mille visages. Voilà. Donc, Qui était le surnom de Lon Chaney. de Lon Chaney, tout à fait. C'était d'ailleurs, il avait à l'époque son attaché de presse qui avait trouvé ce nom-là. Et le film est vraiment excellent. Bon, il y a quand même assez fidèle à sa vie. Donc, on parle de ses parents sourds, de sa femme, de sa première femme qui est complètement, qui était un peu hystérique, et qui sera d'ailleurs la mère de Lon Chaney Jr., qui lui-même plus tard deviendra acteur, dont le fameux loup-garou de la Universal. Qui ne s'appelait pas d'ailleurs Lon, mais qui s'appelait Creighton. Creighton, tout à fait, oui. Et Creighton d'ailleurs, Chaney. dans le film, c'est à peu près évoqué. Son fils voulait devenir acteur, mais Lon Chaney il refusait catégoriquement. Et dans le film, à la fin, il y a Lon Chaney sur son lit de mort. Bon, là, c'est complètement romancé, qui approuve son fils, qui lui donne sa petite mallette, Lon Chaney, qui rajoute Junior. Mais ça, c'est complètement Ah oui, inventé. ça, Mais dites-moi, Très probablement. quel était le meilleur acteur entre le père et le fils, d'après vous? C'est le, Écoute, franchement, le père. ouais. Le quand père, même. bah oui, il y a Ah pas ouais, de je photo. dis ça Le comme ça, père, parce que bon. Parce que quand on voit même les derniers films de Lon Chaney, il y a toute une subtilité. Bon, parce qu'à l'époque du muet, bon, bien sûr, il y avait le côté théâtral, il fallait absolument faire des grands gestes. Et là, vraiment, dans les derniers films de Lon Chaney, il y a des nuances vraiment très subtiles. Il faut dire aussi une chose sur Lon Chaney. Non seulement c'était un merveilleux comédien, mais c'était également, il était capable de tout faire. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer des rôles d'unijambiste, mais il repliait ses jambes de façon à Justement, pouvoir il a créé un système d'harnais, on le voit dans le film, et c'est authentique. C'est lui-même dans la première version donc, de Notre-Dame de Paris, parce que ça a été le premier Quasimodo. Il a lui-même créé un système de harnais qui le permettait d'être courbé comme un bossu. Et c'était assez impressionnant. Mais il pouvait sauter également d'une chaise par terre sur ses genoux. Enfin, Non, mais il faisait comme des le choses. disait Julie, il a surtout fait beaucoup de rôles d'écorchés, de gens cassés, de gens un peu à la marge. Ouais, c'est un vrai performeur. Tout à fait. Et là, j'ai appris qu'il y a un livre qui est sorti sur lui, un livre de Roland Lacour, sur les 1000 visages de Lon Chaney. Alors, je ne l'ai pas lu, mais Bruno... Bah, tu écoute, connais. moi je l'ai survolé, c'est vraiment très complet. En tout cas, la filmo est tout à fait complète. C'est plutôt bien illustré. C'est un bouquin à petit tirage à compte d'auteur, hein, mais qui est de très loin ce qui a été le fait le plus complet en France sur Chaney. Ouais, C'est récent. Donc. ouais c'est C'est récent, récent. c'est sorti il y a quelques mois. Là. Pourtant, Roland Lacour, c'est un grand... Oui. grand Mais en fait, il a, oui, on peut le dire, hein, le bouquin n'est pas distribué parce qu'il y a 400 photos dans le livre. Et comme c'est auto-édité, donc sans budget particulier, c'était très compliqué pour les droits pour les droits, voilà, pour les droits des photos, notamment les photos des films de la MGM. Ouais. Donc voilà, il a préféré que ça reste un petit tirage. Mais bon, le livre est disponible ici, hein, par exemple. Là, justement, dans la première... là, on peut voir vraiment toutes les facettes de Lon Chaney. Ça vous donne un petit aperçu de cet extraordinaire talent qu'il avait. Un de ses rôles les plus déments, et on a la petite figurine de Oui, Daniel. c'est le premier fantôme de C'est l'opéra. le fantôme de l'opéra, ouais, qui Avec est la scène vraiment mythique où super. on découvre son visage qui restera... Pratiquement l'histoire tête de mort. Oui, tête de mort, oui. C'est pour ça qu'elle n'est pas très Tête ressemblante de à ta mort. figurine. Si, quand même. Et d'ailleurs, il y a une version avec la musique de Rick Wakeman. Non. C'est vrai? Comme quoi, c'est pour ça, quand tu parlais des BO, enfin, ce qui sont rajoutés sur les films muets, il y a plusieurs réinterprétations. À chaque fois, il y a quelqu'un qui va refaire une bande-son et tout ça. Et donc, Mais c'est Rick Wakeman avait refait. Honnêtement, Ouais. Moi, j'y crois moyen. je passe mon tour. Non, c'est à l'époque où Wakeman faisait beaucoup de numérique au niveau des claviers, des sons des claviers. Franchement, non, je conseille pas. Mais bon, je l'ai dans une édition collector avec sa bande-son. Voilà, donc je vous conseille L'homme aux 1000 visages, qui est ressorti chez les Films. Donc j'en ai déjà parlé. Alors l'avantage chez cet éditeur, c'est que vous avez des jaquettes réversibles. Et celle-là, elle est vraiment sympa, elle est d'origine. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. Voilà, petit hommage à Lon Chaney. On va finir avec Renaud.
Il y a Daniel, non, peut-être. Non, Daniel, non. Bah Daniel, tu as beaucoup de. Qu'est-ce que c'est que tout Là, ça il a ramené en fait tous Il a ramené il trie sa collection. Une partie sans doute, parce que j'ai pas pu tout retrouver, mais des films de Richard Fleischer qui sont sortis. J'en ai plus que toi. Hein. Bah, moi aussi, oui. Il y en a pas mal qui sont sortis chez Rimini. Les flics ne dorment pas la nuit. Non, ça c'est Carlotta. Excellent. L'étrangleur de Boston, c'est aussi Carlotta. Très bon. L'énigme du Chicago Express, c'était Montparnasse. Le voyage fantastique. Tout ça, c'est quasiment disponible. Soleil Sauf vert. peut-être le génie du mal. La fille sur la balançoire qui est chez Rimini. Celui-ci qui est dur à trouver, l'énigme du Chicago Express, qui mériterait d'ailleurs un beau Blu-ray. Bah ça, pareil, il y a un très beau. En fait, les anciens RKO Montparnasse, c'est vraiment totalement dépassé au niveau master. Il y a un beau DVD américain chez Warner. C'est Warner qui a tout ce catalogue maintenant. Il a tous les droits. Et ils ont les négatifs, et c'est quand même beaucoup plus beau que ces Par trucs. contre, Warner, ils ont du mal à sortir des Blu-ray. Si, ils en sortent beaucoup, mais plus rien en France, quoi. Ah ouais. Et le génie du mal. Donc vraiment, il y en a 3 sortis chez Avec Rimini. le monologue Avec d'Orson les yeux Welles. fermés. Le monologue d'Orson Welles, Faut lire le bouquin, absolument Faut lire fabuleux. le bouquin avant Donc, de voir le film, surtout. Richard Fleischer raconte justement pas mal d'anecdotes avec Orson Welles, et c'est non seulement très drôle, mais en plus très instructif sur la façon dont Welles pouvait travailler. Et le dernier là que j'adore, L'étrangleur de Rington Place, qui est également sorti chez Carlotta. Là, celui-là, il est très très bon, et il y a surtout une maîtrise de la caméra avec l'escalier, parce qu'à un moment, il y a c'est dans un immeuble très très exigu, Oui. et la façon, j'ai jamais compris comment il avait fait ça, mais la façon dont il place sa caméra au niveau de l'escalier, et tout ça, c'est quand même assez... Il a fait reconstruire... c'est assez phénoménal. En studio, en prenant des éléments parce que l'immeuble... où habitait le véritable étrangleur de Rillington Parce que Place. c'est tiré d'une histoire vraie. Donc l'immeuble était voué à la démolition, donc il a récupéré une partie du studio pour le remonter en décor en studio cinéma. Et pour pouvoir faire circuler la caméra. Et arrête de te foutre de ma gueule. Non. Je veux dire, Daniel, il est là, c'est hyper intéressant. Et C'est Renaud qui me fait rire. Bon, Renaud, d'ailleurs, c'est à toi, je crois. Renaud, de toute façon, c'est toujours Alors coupable. justement, en parlant de... tiens. rebondir sur les histoires de reconstitution... Parle devant le micro. Oui, pour rebondir sur Finalement, les... c'est toi, alors tu veux parler maintenant. Bon, oui. Vas-y. Voilà. Euh, Qui est produit par Samuel Bronston. Oui. Samuel Bronston, sur lequel Richard Fleischer raconte également pas mal d'anecdotes. Tout à fait. Voilà. Donc Bronston, c'est un peu un cas particulier quoi, dans l'histoire. Aucun rapport avec Avec Charles. Hein non. Charles Bronston. Non. Puisque c'est un producteur indépendant producteur indépendant qui a perdu beaucoup d'argent. Ouais, mais qui a dépensé beaucoup l'argent des autres aussi. Oui. En achetant un studio en Espagne, enfin tout un endroit en Espagne où ces films ont été tournés. C'était donc le dernier. C'est toute cette époque des énormes productions américaines en cinémascope, en 70 mm, etc., dont le plus connu est le Ben-Hur de Wyler. Et à la suite de ça, les Américains, donc, dont Bronston, qui lui était resté quasiment indépendant, ont tourné leurs films en Europe parce que ça coûtait moins cher. Et donc, il a tourné son premier gros succès, ça a été Le Cid de Anthony Mann. Tourné en Espagne aussi. Voilà, tous ces films-là ont été tournés en Espagne. Et oui, je lis tout ça à ton histoire de reconstitution en studio, parce que là, justement, ce qui s'est passé, il l'explique plutôt bien dans les bonus, et c'est vrai pour celui-ci, les 55 jours de Pékin, qui vient de sortir, mais c'est vrai pour le suivant et qui va sortir bientôt, La chute de l'Empire romain, c'est que Bronston a en fait construisait ses films en prenant déjà les acteurs, donc là en l'occurrence Charlton Heston, donc c'était déjà, il avait un énorme cachet, et pareil pour David Niven, et faisait construire entièrement les décors en vrai dans son studio en Espagne, sans penser à la sans penser déjà au scénario qui a été écrit et qui a été réécrit un peu au jour le jour, et sans penser aussi à la mise en scène. Et là, c'est l'inverse de ce que tu disais pour les reconstitutions en studio,
où le résultat paraît très réaliste, mais en fait tout est fait pour que la caméra soit placée de manière intéressante. Là, en fait, il a fait construire et dépenser des millions de dollars pour construire des décors en dur et en vrai, mais qui n'étaient, arrivés au moment du tournage, ils se sont aperçus, et c'est pour ça que la plupart du temps, on les voit, mais pas comme on devrait les voir, que le décor était totalement inadapté à un tournage et à un placement de caméra, quoi. Et alors, si je me rappelle bien, au moment du tournage, ils ont eu des problèmes avec Gartner, qui était imbibé d'alcool du matin au soir, et il y a eu pas mal de problèmes au niveau des scènes à tourner avec elle. Et voilà, ça a été assez épique. De toute façon, tout a été épique, à tel point d'ailleurs que Nicolas Ray, qui est un grand réalisateur de l'époque aussi, ça a été quasiment son dernier film, et il a quitté le tournage 15 jours avant la fin, totalement épuisé, incapable de continuer, a été remplacé pour les derniers jours. Et voilà, c'est en fait ces films, après, les revoir, alors justement, ça vient de sortir. La restauration date de 2013, je crois, c'est le copyright qui est au début. C'est assez étonnant parce que les productions Bronston, elles sont très connues, elles ont très bien marché en Europe et en Asie, et beaucoup moins aux États-Unis. Et d'ailleurs, les Américains n'ont pas ressorti aucun de ces films en Blu-ray pour l'instant. Il n'y a pas eu une nouvelle restauration coûteuse. Donc là, la copie est vraiment très belle, mais on sent qu'il y a moyen de faire encore mieux. Et c'est en France que qu'on ressort donc celui-ci chez Rimini. Le mois prochain, La chute de l'Empire romain, le Cid en décembre. Voilà. Et donc des éditions quand même très luxueuses, avec pas mal de bonus sympas, avec un gros livret de 90 pages. Alors qu'aux États-Unis, c'est des films, alors qu'il y a un gros casting, quoi, et des réalisateurs connus, puisque là c'est Nicolas Ray aussi, et puis les deux autres c'est Anthony Mann quand même. Ces films-là ressortent pas aux États-Unis en fait. Et pour les gens qui l'ignoreraient, La chute de l'Empire romain, c'est la première version de Gladiator. Ouais, et alors La chute de l'Empire romain, ça a fait finalement, c'était le début de la fin pour ces productions. Parce que là, Les 55 jours, c'est un film, pareil, d'après les bonus, c'est un film qui a coûté 17 millions de dollars à l'époque, ce qui était une somme énorme. Notamment, ils expliquent que par exemple, comme ça se passe en 1900, c'est la révolte des boxeurs à Pékin, et il y avait besoin de 1500 figurants chinois. Et en Espagne, parce que c'était dans la banlieue de Madrid, il y avait très peu de Chinois. Donc ils ont envoyé des agents un peu partout en Europe pour recruter des Chinois et les faire venir en Espagne. Et ensuite, là, c'est tout à fait délirant aussi, pour les costumes, ils ont décidé, alors qu'ils étaient en Espagne et que les costumes étaient en Espagne, de tout emmener en Italie. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc d'emmener tous ces gens en Italie pour faire les essais costumes, les photos, etc. Enfin, tout était dépensé en dépit du bon sens, quoi. Et le film, justement, celui-là, qui a coûté donc 17 millions de dollars, par exemple, aux États-Unis, n'a fait que 10 millions de dollars de recettes, ce qui est quand même très peu, comparativement. Et La chute de l'Empire romain, lui, a coûté encore plus cher. Parce qu'en plus, oui, les décors de La chute de l'Empire romain sur ce studio avaient été construits avant ceux des 55 jours de Pékin. Et finalement, comme ils ont fait d'abord celui-là, ils ont tout détruit pour construire, enfin en utilisant plus ou moins, alors que c'est pas du tout la même période, etc., en utilisant plus ou moins les décors, mais tout ça a dû coûter une fortune. Et ensuite, ils ont tourné La chute, donc ils ont reconstruit les décors. Et celui-là a coûté encore plus cher et a pas tellement mieux marché. Et donc c'était pratiquement la fin. Le dernier, c'est Le plus grand cirque du monde de Hathaway avec John Wayne. C'était un échec aussi. Voilà. Et après, c'était fini pour Bronston, quoi. Et là, ils expliquent qu'il a fini sa vie. Il est resté longtemps en Espagne à cette époque, et il a fini sa vie avec $300 par mois. Et voilà, alors qu'il avait un empire à lui tout seul, quoi. Fleischer explique un peu dans son bouquin d'où venait l'argent de Bronston. Oui, là, il l'explique aussi dans le livre. Moi, sur tous ces films-là, celui que je préfère, qui est un de mes favoris, c'est... Alors, le Cid est vraiment excellent. Moi, c'est le Cid. Ça, c'est top. Mais La chute de l'Empire romain... Surtout quand il est brut, c'est encore mieux. Je trouve ça absolument génial. C'est très, très bien. Les 55 jours de Pékin,
pour moi, c'est une espèce de grand barnum. Ouais, non, c'est clair. C'est foutraque, mais c'est attachant, en fait. Parce que c'est le reflet d'une époque où, effectivement, il y avait des moyens, il y a des choses, mais simplement, sauf que c'est pas du tout... Enfin, c'est pas maîtrisé. Mais non, parce que c'est pas un film vraiment dirigé, quoi. C'est justement la force des deux Anthony Mann, c'est Anthony Mann, quoi. Donc là, celui-là, il est vraiment, pour moi, il est en retrait. Mais, voilà, il est attachant, je l'aime bien. Je préfère la chute de l'Empire romain, ça c'est clair. Donc pour ceux qui ont, pour conclure, pour ceux qui ont déjà, c'était sorti chez Opening dans des éditions à Marvel, Blu-ray, DVD assez simples. C'est la même copie. C'est la même restauration. Voilà. Outre Jean-Pierre Vasseur, qui est le patron de Rimini. De Rimini, voilà. Je sais pas, j'ai pas comparé. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu au niveau compression, c'est un peu meilleur. Là, en tout cas, la piste son DTS 5.1, et c'est avec la musique de Dimitri Tomkin, enfin voilà, ça a quand même une certaine classe. Et puis au niveau de l'objet, c'est quand même beaucoup plus beau de ce qu'il y avait eu, quoi. Très bien. Alors Renaud, tu vas nous parler des prochaines sorties, si j'ai bien compris. Ah bon? Des sorties, ce que je trouve les plus marquantes de cette fin d'année. D'ailleurs, Bruno, il y a une nouvelle possibilité d'acheter maintenant à la boutique, je crois. Oui. C'est vrai que j'ai oublié dans la précédente émission, mais bon, beaucoup de gens ont dû le remarquer depuis. Mais on nous avait fait la demande pendant des mois et on l'a fait. Donc il y a maintenant un site internet classique Metaluna qui permet toutes les semaines sont rajoutées les nouveautés, les précommandes, etc. Et un rayon occasion aussi, qui est mis à jour à peu près tous les 2 jours et qui permet à qui que ce soit de commander ou de réserver gratuitement et de venir chercher en magasin. Et voilà, c'est un plus. Très bien. Alors j'ai noté donc Le mec, j'espère. C'est sympa. Donc, c'est bon. Donc chez Carlotta va sortir, donc l'émission sort au mois de novembre, je suppose, va sortir... Alors, vous moquez pas de moi pour tout ce qu'il pourrait y avoir comme prononciation hasardeuse. Comme prononciation bizarre et tout. El Chuncho de Damiani. Également Django de Sergio Corbucci, qui est à mon avis un titre très attendu en Blu-ray. Chez Carlotta. Tout ça, c'est chez Carlotta. Ensuite, alors, je suis super content. Event Horizon de Paul Anderson, qui était disponible en import jusqu'à présent. Ouais, Event Horizon, il y avait déjà eu, c'est Paramount ça qui recycle un peu. Il y avait déjà eu un. J'en ai plein. Je l'aime, moi. Ouais. C'est le meilleur film de Paul Anderson, je crois. Bah ça, il n'y a pas trop de mal. Hein. Oui, d'accord. Tu préfères J'aime bien. Ouais, c'est des films popcorn. Les Resident Evil, t'accroches? Ouais, les 2 premiers, moi j'ai toujours aussi fun à les regarder. Ouais, c'est fun, mais c'est mieux que du Belmondo, quoi. Ah ça y est. Non, Event Horizon, pour le coup, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Le film horrifique dans l'espace. dans l'espace. Il n'y en a pas tant que ça, ouais, finalement. qui est vraiment avec cette scène de fin apocalyptique et biblique. Il y a même un côté un peu métaphysique qui est vraiment intéressant. Enfin, voilà. Juste la musique que j'aime un peu moins. Bah, tu vois, elle m'a pas marqué. Tu vois, je pourrais même pas te Moi, je me rappelle, j'avais vu en dire salle, là. Je crois que la musique était pas. Enfin, après, ça passe, hein, mais la première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé ça absolument génial, mais un petit bémol sur la musique. Non, pas forcément, mais là c'était un petit peu. Je sais plus, un petit peu industriel. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans mon oreille, mais je sais plus. C'est bon, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Et Event Horizon, il y a eu donc le film était plus long et plus gore à l'origine. Mais ils ont beau chercher depuis des années. Quelle version? Est-ce que c'est une version là, c'est la version unrated normale, quoi. Celle qu'on a oui, toujours oui, connue ici. Quelques plans gore en plus. Et il n'y a pas les scènes en plus. Chez Le Chat qui fume, alors, 2 titres intéressants. La Balance de Bob Swan. Oui, mais ça, c'est fin janvier. C'est fin janvier. Bon, de toute façon, c'est bientôt, quoi c'est qu'il pour te arrive. dire. C'est très sympa d'ailleurs. Et Holocaust 2000, qui comprendra la bande originale du film, qui est bien sûr Ennio Morricone, c'est toujours bien. Très souvent. Un petit plus comme ça dans l'édition qui n'est pas négligeable. Ensuite, j'ai noté 2 éditions, alors là, un peu plus luxueuses, qui sont très belles, même si elles sont chères. Chez Potemkin, Rashomon d'Akira Kurosawa. Il sera quand même vendu 69 €, mais a priori, il y a quand même un beau bouquin. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Pour toi, voilà. ça peut peut valoir le coup. Et chez Whiteside, l'excellent Outrage de Brian De Palma, en édition collector. Enfin, oui. Qui était assez attendu avec l'excellent Michael J. Fox. Le trop rare, malheureusement, bien sûr. On l'avait pas, parce que je l'ai en Blu-ray, moi. Il est sorti en import, mais pas en France. Pas en France, non. En DVD uniquement.
Voilà. Je l'ai en Blu-ray en apport. Et donc là, on revient sur un petit peu sur les films du Vietnam. Voilà, c'est ce que C'est, j'allais dire. c'est outrage. J'aime beaucoup ce De Palma. Et sur les films du Vietnam, donc j'en ai regardé un petit peu justement avec Platoon. J'ai revu le Né à 4 disparu juillet. avec Chuck Norris. Le Né à 4 juillet, et franchement, de tous les films du Vietnam, le bon, Né hein. à 4 juillet, C'est bon, hein. c'est vraiment. Alors, Platoon, on est vraiment dans la J'ai guerre pas vu en ce tant que tel, mais le Né à 4 juillet, Ne regarde pas comme ça. qui est donc l'histoire vraie de Ron Kovic. Alors déjà à l'époque, ça m'avait énormément touché au cinéma. Je l'avais vu 2 fois de suite. Et ça m'avait un petit peu ouvert une conscience politique. Tu vois, parce qu'à un moment, quand t'es gamin, la guerre, voilà, c'est bien, tu joues avec tes soldats, tes machins, tout ça. T'as ça dans la tête. Non, mais c'est vrai, t'es un petit garçon comme tous les autres, un mâle alpha si tu veux. Et à un moment, tu te rends compte que finalement, derrière, il y a des éclopés, il y a des handicapés, il y a machin, et que c'est pas aussi. Et le film montre ça. Et c'est vraiment un de mes préférés, mon préféré de Stone quasiment. Platoon, on est vraiment dans l'enfer de la guerre. Là, on est sur le début, un peu comme Starship Trooper, où tu vas dire ah ouais c'est génial, on va aller se battre et tout, puis finalement t'en ressors un petit peu complètement déglingué. J'en ai profité aussi pour revoir le Kubrick Full Metal Jacket. J'adore toujours les premières parties, qui est absolument génial. Ça me rappelle quand je faisais mes classes à Châteauroux, mais moi j'étais pareil, le parcours du combattant, j'étais comme la baleine là, j'étais resté au fond de la fosse là, et t'avais le sergent-chef qui me disait mais Picard, montrez que vous avez des couilles. Et là je venais juste me faire quitter par ma gonzesse et je lui fais pour ce qu'elle me serve en ce moment. Et là hop, il était mort de rire, il m'a fait remonter. Donc mais la deuxième partie par contre sur Full Metal Jacket. J'ai vraiment du mal. Kubrick, à la base. Ouais, mais là j'ai un petit peu de mal. Il y a un ventre mou quand même. Alors pour terminer, et puis là ça va faire plaisir à Bruno, il va être fou de joie. Sort chez Rimini en début d'année prochaine l'excellent film Nuit d'ivresse avec Balasco et Thierry Non, mais Lhermitte. c'est sympa, mais pourquoi tu veux pas finir sur autre chose? Je connais ton amour des comédies françaises et je voulais vraiment terminer Eh par ben ça. tiens, en parlant, ça n'a rien à voir ni avec Rimini ni avec Nuit d'ivresse, mais on en parlait tout à l'heure, on peut l'annoncer officiellement maintenant, puis ça va l'être vraiment. On s'en fout. Bon, d'ailleurs, non, mais non, on s'en fout pas. Et finalement, là, oui, c'est Sidonis, puisque Mario Bava est quand même le plus grand réalisateur italien Un des plus grands. de cinéma. Surcoté. Surcoté. Ah non. Et donc, il en manquait encore quelques-uns en France en Blu-ray. Tout a existé à un moment donné, mais pas toujours dans les C'est meilleures le meilleur qui va conditions. sortir du coup. Et là, donc, il y en a 4 qui sortiront en Blu-ray l'année prochaine, entre février et avril, on va dire. Le Masque du démon, évidemment. Voilà. La fille qui en savait trop. Chien enragé, qui est donc, pour ainsi dire, inédit en France quand même. Et puis, L'île de l'épouvante, voilà. Et pour le Masque du démon, il y aura probablement quelque chose dans cet esprit-là au niveau présentation, Au moins, oui. puisque le film le mérite. Et C'est son pour meilleur les film, autres, hein. voilà, Enfin, enfin, à mon ça avis, sera. c'est son meilleur film, le Masque du démon. Pas pour moi, mais pas pour moi. c'est génial malgré tout. Mais en tout cas, C'est Chien mon avis, enragé, je le partage. voilà, Oui, pour moi, ça reste toujours mon égalité, préféré. alors, on va dire. Oui. Mais Chien enragé, il faut quand même pas le sous-estimer parce que c'est, pour ainsi dire, son dernier film cinéma. C'est un film Choc, qui avait c'était quand? été. C'était après Choc, non? Oui, c'était après. C'est très Mais bien aussi, Oui, Choc. Choc, c'est Oh, très j'adore bien, Choc, mais par c'est déjà plus exactement un film de Mario Bava. En tout cas, c'était pas ce qu'il voulait. Chien enragé, c'était un peu ce qu'il voulait faire par la suite et qu'il n'a pas fait, ce qui est décédé. Et c'est un film policier en huis clos dans une voiture. Mais c'est un film absolument génial qui avait disparu, quoi. Non, Ouais. Sur le parking des anges. Qui avait disparu parce que la prod avait fait faillite et que le négatif était bloqué, qui a été redécouvert à la fin des années 90. Il y a des versions, c'est ça? Et puis il y a eu plusieurs montages pour des histoires de copyright, il y en a pour ainsi dire 3. Normalement, la version reconstituée de Bava telle qu'il l'avait écrit avec les scènes qui ont été filmées existe et sera sûrement sur le Blu-ray avec la bonne fin parce qu'il y en a. Il y a 2 autres versions, une avec un début différent sans intérêt et une surtout avec une fin différente qui est elle aussi sans intérêt. Mais bon, en bonus, pourquoi pas. Mais le montage proche de ce que voulait Bava a quand même été reconstitué et sera... je vais évidemment pas vous dire comment ça se termine, mais c'est assez terrible et très cynique. Hein ? Et ils se font... Non, pas exactement. Mais bon, il y a peu de survivants.
Mais ouais, c'est un film vraiment intéressant et avec une super musique d'Ortolani. Enfin, c'est génial et c'est bien que ça sorte enfin en France, quoi. Très bien, Renaud, non, pas d'autres Rien d'autre à nouveautés. ajouter. D'accord. Bah voilà. Bah merci, merci Julie Ouais, merci à de vous, nous avoir messieurs. supportés pendant ces moments. C'était dur. Après-midi, ouais. Ouais, mais bon, Tant que ça. bon. Non, Merci, ça va, c'est messieurs. gentil. Vous êtes gentils quand même. C'est vrai. Ah, ouais, bah, ça va. Je reviendrai. Si vous voulez de moi. Merci à l'équipe technique. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut.